Et là, je m'arrête là-dessus parce que c'est très important. L'immobilier, c'est immobile. Vous achetez un bien à une adresse donnée, vous ne pourrez pas le mettre à une autre adresse parce que le quartier se dégrade, parce que vous êtes trompé de quartier, parce que vous pensiez acheter dans un quartier sympa et que c'est un quartier pourri. Vous ne pourrez pas déménager le bien. Votre seule possibilité de vous débarrasser de ça, ça sera de le vendre. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. L'immobilier, encore moins. Donc, je prévois divers scénarios. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un truc pessimiste, suroptimiste, optimiste, réaliste, plus que pessimiste, catastrophique, peu importe, je fais différents scénarios et je regarde quelles peuvent être mes conséquences à court terme, moyen terme, long terme. J'investis au lieu de dépenser. Je vois aussi des gens qui ont du mal à dépenser. Pour eux, c'est une dépense dans l'entretien d'un bien immobilier. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. On va vous parler aujourd'hui des 6 erreurs que font les débutants et comment les éviter. Alors, ces 6 erreurs sont issues de quoi? Elles sont issues déjà de nos propres erreurs dans l'équipe d'Artae. On vous présentera qui est Artae si vous ne nous connaissez pas. Puis, elles sont aussi issues évidemment des erreurs qu'on voit de la part de prospects ou de clients qu'on accompagne au quotidien sur l'investissement immobilier. Évidemment, c'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup plus que ça. Alors, déjà, on va vous présenter rapidement, mais c'est pas le but du webinaire, évidemment. C'est que vous puissiez monter en compétence sur divers sujets et qu'on vous partage notre expérience. On va vous présenter quand même qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est Artae Immobilier, une entreprise d'investissement clé en main. On a accompagné des gens à investir bien plus maintenant que 20 millions d'euros. On mettra à jour d'ailleurs le slide pour les prochains webinaires. Le budget moyen d'un projet chez nous, c'est 126 000 euros, donc assez abordable pour tout le monde, hein, puisqu'on sévit aussi bien sur des grandes villes avec des investissements très patrimoniaux ou sur des petites villes avec des investissements plus court-termistes. 15 collaborateurs aujourd'hui dans l'équipe expérimentée. Quasiment tous ont déjà investi sur plusieurs biens et un gros capital confiance aussi de la part de nos clients qui réitèrent souvent leur confiance envers nous pour différents projets. Donc 6 erreurs courantes, c'est parti pour la première erreur. La première erreur, c'est ne pas définir sa stratégie d'investissement. Ça, c'est vraiment important, c'est que tout part d'une stratégie au départ. Donc se lancer sans avoir de stratégie claire et précise, c'est une problématique dans le sens où avoir une stratégie claire et précise permet de mettre des objectifs, de mettre un horizon d'investissement et donc de mettre des jalons aussi sur comment on va arriver à tout ça. Donc déjà, il faut savoir, on va le voir après, hein, pour éviter ces erreurs-là, comment faire. Aujourd'hui, les conséquences de ne pas avoir une stratégie claire, quelles sont-elles? 1, comme on l'a écrit ici, investir dans un bien qui est pas cohérent avec vos propres objectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science exacte en immobilier. Il n'y a pas de bien cohérent de manière universelle. Ça répond toujours à des objectifs qui sont propres à chaque investisseur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ça pourrait vous rendre la prise de décision difficile. Est-ce que j'achète ça? Est-ce que ce bien est cool pour moi? Est-ce que cette localisation, elle est bien pour moi? Est-ce que je cible les bons locataires? Est-ce que ce montant de loyer, est-ce que cette ventilation de financement est adaptée à mon projet? Ça aussi, ça peut être différent d'une stratégie à l'autre, évidemment, puisque chaque type de bien, chaque mode de location, chaque géographie ne correspond pas forcément, évidemment, à toutes les stratégies. Gestion inefficace aussi de votre patrimoine immobilier. Clairement, vous pourriez ne pas arbitrer au bon moment, soit arbitrer trop tard, soit arbitrer trop tôt, soit avoir des biens dans votre portefeuille qui ne correspondent pas du tout à votre objectif et donc avoir un patrimoine qui n'est pas en corrélation avec le but que vous voulez atteindre. Vous risquez aussi des tensions de trésorerie et d'endettement parce que si vous avez un objectif, par exemple, très court-termiste et que vous avez pris beaucoup de risques, forcément, si vous avez acheté plutôt des biens qui ne répondent pas à ça, mais des biens qui correspondent à une vision plus long-termiste, vous aurez des problématiques de trésorerie, notamment parce qu'il va falloir faire peut-être plus d'efforts d'épargne que sur une stratégie court-termiste. Voilà, donc ça, c'est vraiment une conséquence importante et surtout impactante pour votre propre portefeuille. En conclusion, pour les conséquences, faire des choix inadaptés à ses besoins vont compromettre clairement la réussite d'un projet. Ça, c'est clair. Comment on peut éviter tout ça? En définissant en premier lieu ses objectifs. Donc, quel est mon but? Construire un patrimoine,
transmettre du patrimoine, acheter une résidence secondaire qui n'est pas du tout le même objectif par exemple qu'acheter des investissements locatifs. Est-ce que je veux améliorer mes revenus? Est-ce que je cherche la liberté financière? Ça, c'est déjà des exemples d'objectifs. Il y en a d'autres, ils vous sont propres, mais définissez-les. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mettre un horizon d'investissement. Quand est-ce que je dois atteindre mes objectifs? Est-ce que c'est court-termiste, moyen-termiste, long-termiste? Donc, comment je fais pour y arriver? C'est définir où je vais arriver, deux, quand je vais arriver. Et après, avec ça, on peut vraiment structurer le comment et mettre des jalons, encore une fois, sur sa stratégie d'investissement. Donc ensuite, je définis mon projet et je mets un cadre au projet. Cadre budgétaire, cadre localité, c'est très important puisque l'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile. Donc, on doit vraiment être dans une approche locale, mais en ayant, vous avez vu, une stratégie d'abord globale. Donc, c'est vraiment un système d'entonnoir. Type de bien, type d'exploitation, évidemment, profil de locataire, travaux et encore plein d'autres choses. Ça, c'est le premier point. Première erreur, on voit souvent des gens qui arrivent et qui n'ont pas de stratégie. Donc, la première chose qu'on fait, nous, souvent, quand on accompagne des gens, c'est qu'on va définir avec eux, on va les aider à réfléchir, à remettre en question un petit peu leur situation passée, actuelle et à venir pour définir une stratégie qui est cohérente avec leur fonctionnement. Je vous prends un exemple très clair. Des salariés qui sont très épanouis dans leur, dans leur boulot, qui veulent pas du tout euh, arrêter de bosser, qui ont plutôt des bons revenus, mais qui cherchent des investissements avec du cash flow, beaucoup de cash flow, et donc qui sont des investissements beaucoup plus risqués sur le long terme. Donc, ce qui est souvent complètement incohérent, puisque ça répondrait plutôt à une stratégie de quelqu'un qui veut arrêter de bosser plutôt, ou qui a arrêté de bosser, on va dire, dans une échéance 0 à 5 ans, ou qui a une volonté d'améliorer ses revenus chaque mois. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'un salarié qui gagne très bien sa vie et qui n'a pas cet objectif-là. Voilà. Donc, encore une fois, souvent, les besoins, en tout cas les recherches des prospects ou des clients ou des investisseurs de manière générale ne sont pas en corrélation avec leur situation et leurs objectifs à terme, mais plus avec ce qu'ils lisent par-ci ou par-là, ou par, des fois aussi, il faut se le dire, des envies de rêve. Erreur numéro 2, c'est ne pas anticiper tous les frais afférents en investissement immobilier, et il y en a. Il y en a beaucoup. Par exemple, tes frais de notaire. Bon, ça, normalement, les gens y pensent quand même, mais c'est bien de répéter les bases. Les travaux au moment de l'acquisition, c'est-à-dire dès qu'on achète, on a des travaux à faire. OK, il faut les anticiper, mais on y reviendra aussi après un peu plus en détail. Mais il y a aussi des travaux tout au long de la vie d'un investissement. L'immobilier, c'est du temps long. On n'achète pas pour revendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est souvent, quand même, on va dire assez incohérent au niveau financier et économique. Et là, je parle vraiment d'investissement locatif, hein. Je ne parle pas, de projet d'achat-revente ou d'une activité de marchand de biens, où là, pour le coup, c'est du commerce, donc c'est un peu différent. Donc on a des travaux à faire, qui soient, de menus travaux ou des plus gros travaux aussi structurants dans la vie d'un investissement. On a des charges de copropriété qui ne baissent pas, hein, dans le temps, mais qui ont plutôt, le sens de l'histoire fait qu'elles augmentent, comme vos loyers, hein, de manière générale. Donc bon, voilà, on va dire que ça couvre quand même l'augmentation des charges, mais voilà, il peut y avoir des aléas aussi dans une copropriété, donc en tout cas, c'est à prévoir. Des assurances, forcément, les assurances, c'est pareil, hein, les primes d'assurance, tous les ans, elles augmentent, elles n'ont pas tendance à baisser, donc il faut le prévoir aussi dans le temps. Et puis, vous pouvez avoir aussi des frais relatifs au financement que vous n'anticipez pas, puisqu'il y a des frais de garantie, par exemple, sur le financement. Il y a des frais relatifs à l'assurance emprunteur aussi, qui sont importants. Il y a des frais de dossier bancaire aussi. Voilà, il peut y avoir différents frais. Il peut y avoir aussi des contreparties bancaires, parce que pour avoir un financement, des fois, on est obligé d'aller accepter une contrepartie, deux contreparties au niveau de la banque. Donc tout ça aussi, ça va être des frais complémentaires que vous allez vous mettre. Il y a plein d'autres frais à anticiper aussi, mais on est là aussi pour dégrossir de manière macro toutes ces erreurs-là. C'est quoi les conséquences maintenant de ne pas anticiper tous ces frais? La première, c'est mauvaise estimation de la rentabilité, clairement, parce que si vous ne mettez pas tout dans votre tableau va être plutôt peut-être sexy, ça va d'ailleurs vous conforter, hein. Il y a aussi ce biais de l'être humain qui essaie de mettre dans le tableau ce qu'on a envie aussi de voir et d'entendre pour nous conforter qu'on a pris la bonne décision. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vécu déjà, mais c'est quelque chose que, en tout cas, on a tendance à faire en tant qu'être humain pour se rassurer, ou à poser la question à quelqu'un qui va nous donner la réponse qu'on attend aussi, puisqu'on se dit que du coup, on n'est pas tout seul à le penser. Voilà, ça va impacter forcément la rentabilité réelle nette aussi. Clairement, d'ailleurs, c'est plutôt net que je voulais écrire que réel. Pourquoi? Parce que finalement, votre rentabilité brute, elle est bien au départ, c'est cool, c'est toujours sexy une rentabilité brute, mais quand on met toutes les charges, à la fin, la rentabilité nette, elle peut être vraiment très, très impactée. Et vous risquez quoi? De devoir injecter davantage de fonds personnels, hein, évidemment, ou professionnels aussi en soi si vous investissez en société, mais bon, ça reste quand même vos fonds, pour couvrir des frais récurrents que vous auriez
pas provisionnés ou mal prévus, ou en tout cas, si votre investissement ne permet pas de les couvrir, vous devez être de votre poche. C'est pas un problème en soi, mais par contre, il faudra l'avoir prévu. Attention au piège de la monopropriété. On se dit souvent, une monopropriété, j'ai pas de charge, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Mais oui, vous êtes chez vous. Donc, en fait, quand il y a un truc à payer, c'est que vous qui allez le payer. Vous n'allez pas le payer avec l'aide d'autres personnes, à moins d'avoir des subventions, etc., évidemment, sur des façades ou autres, mais c'est quand même plutôt rare. En tout cas, s'il y a une toiture à refaire sur une monopropriété, vous aurez à couvrir 100% du coût et pas votre quote-part d'une copropriété. Et surtout, vous serez obligé de le faire aussi, parce que sinon, vous mettrez en péril, évidemment, votre propre immeuble, tout, et les locataires aussi qui sont à l'intérieur, qui sont les vôtres. Et ça peut vous faire tomber tout ça dans ce qu'on appelle le cash squeeze. Je ne vais pas détailler ce qu'est le cash squeeze ici parce que j'ai déjà fait une capsule sur mon podcast qui s'appelle Money Tree. Le podcast s'appelle Money Tree pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai déjà fait une capsule là-dessus. Vous tapez capsule cash squeeze Money Tree. Vous verrez, j'avais fait une capsule spécifique sur l'impact de la fiscalité sur le cash squeeze, mais ça peut être aussi du fait de l'augmentation de ces charges, par exemple, ou des frais qu'on n'a pas anticipés. Et c'est une situation, pour vous le faire rapide, embarrassante, parce que c'est une situation dans laquelle vous devez, par exemple, rembourser un crédit, alors que vous avez des charges qui augmentent d'un côté et vous avez des loyers qui n'augmentent pas, par exemple. Voilà. Donc, en fait, vous encaissez pas plus, mais vous devez quand même rembourser la même chose en ayant plus de dépenses à côté. Comment on peut éviter tout ça? Prendre en compte la globalité des frais, ça, je crois que vous l'avez compris. Dans l'acquisition, ça peut être les frais de notaire, évidemment, classique, les frais d'agence immobilière, les frais d'audit et d'expertise, parce que si vous achetez, par exemple, un immeuble en monopropriété, enfin, en tout cas, une maison ou autre de la monopropriété, OK, les diagnostics, souvent, ne sont pas forcément suffisants. Vous pouvez faire un audit structurel, vous pouvez faire venir un bureau d'études parce que vous anticipez aussi des travaux, vous pouvez faire venir des architectes, etc. Donc ça, il faut le mettre et le provisionner. Je veux dire, un promoteur ou un marchand de biens provisionne toujours des frais d'architecte, de maître d'œuvre, etc. à l'intérieur, d'audit et d'expertise. Donc faites-le aussi, notamment quand vous investissez de manière personnelle sur de l'investissement locatif, monopropriété. Financement, je l'ai dit, frais de garantie, frais de dossier bancaire, assurance, contrepartie éventuelle, estimation précise des travaux. Et là, le bas blesse souvent chez les investisseurs parce qu'il y a une vraie méconnaissance du monde de la rénovation, du monde de l'ancien, de la rénovation de l'ancien, qui est différent du monde de la construction et de la promotion. Moi, ce que je vous conseille, c'est faites des devis clairs, exhaustifs, ventilés, le plus de lignes possible, le plus de détails. Ça vous permettra déjà, vous, de monter en compétence sur le sujet, mais surtout de ne rien oublier. Mettez des artisans en concurrence si nécessaire, si vous n'avez pas le réseau ou si vous n'avez pas la confiance. Et surtout, ajoutez toujours 10-15 points de marge de sécurité parce que des aléas, travaux dans l'ancien, c'est quasi systématique. Frais d'entretien et charges récurrentes, frais de copropriété, entretien des équipements aussi, vos propres équipements vont s'entretenir. Si vous louez en meublé, par exemple, le mobilier ne va pas rester 25 ans. Si vous voulez toujours louer au top du marché, si vous voulez être compétitif sur le marché locatif, il y a des nouveaux biens qui arrivent tous les jours sur le marché. Alors, c'est pire en location courte durée. Et dites-vous qu'il va falloir remettre à flot tout le temps votre capacité à générer du nouveau mobilier, mettre à jour votre déco, etc. Alors c'est vraiment vrai sur la location courte durée parce que ça c'est plutôt tous les 2 à 3 ans même si vous voulez être au goût du jour, avoir le même taux d'occupation, louer toujours au même prix et pas vous faire dépasser par la nouvelle concurrence qui arrive sans cesse. Donc prévoyez-le aussi, provisionnez ça. Et puis vous allez avoir des coûts de gestion locative, peut-être que vous n'en avez pas aujourd'hui. Mais si vous déménagez, vous en aurez demain, parce que peut-être vous pourrez plus gérer à distance. Donc voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des aléas, on en parlera tout à l'heure dans d'autres erreurs. Frais d'expertise comptable, LMNP au réel, vous avez besoin d'avoir un expert comptable, vous avez une liasse fiscale à éditer, un bilan à faire. Si vous êtes en SCI, c'est pareil, en SAS, les coûts vont être différents, en SAS, dans SCI, du LMNP. Donc prévoyez-le, c'est pas un coût comptable universel, encore une fois. Il y a des comptables. Moi, pour la petite histoire, j'ai un comptable qui me facture, on va dire, je sais pas, pour 1 000 € par exemple. J'ai fait des benchmarks chez d'autres comptables, j'en avais pour 6 000. Donc c'est incroyable les différences qu'il peut y avoir entre tous les comptables. N'hésitez pas aussi à les mettre en concurrence, mais surtout à les prévoir. Et des frais de fonctionnement aussi de votre société, forcément. Frais juridiques, les obligations de déclaration légales, les taxes aussi derrière, comme la cotisation foncière des entreprises, taxes sur les logements vacants, taxes foncières, assurances diverses, propriétaires non occupants et autres options location courte durée aussi. Attention sur les assurances propriétaires non occupants, c'est intéressant. Il y a une question de Julien, existe-t-il des moyens approximatifs pour estimer ces frais? Difficile à dire. Moyen, je dirais, c'est souvent l'expérience qui va nous permettre de le faire. Mais globalement, c'est des frais qui se trouvent assez facilement quand même. Bon, frais bancaires, il suffit de poser les questions.
Charges de copropriété, on les a souvent, et puis vous tablez sur finalement une indexation sur l'inflation, hein, à terme. Le mieux, c'est de mettre des pourcentages d'inflation sur l'augmentation des charges, l'augmentation des loyers, etc. L'expertise comptable, il faut benchmarker. Donc donc en français, grosso modo, faites jouer la concurrence, quoi. Frais de fonctionnement, pareil, faites jouer la concurrence, je dirais. Renseignez-vous aussi sur les frais de tenue d'une entreprise, d'une SAS versus une SCI ou autre, ou du LMNP qui, pour le coup, là, ne coûte pas grand-chose, enfin moins. Et pareil, les assurances, mettre en concurrence, etc. Difficile de tout, d'anticiper en tout cas l'estimation des frais de manière très exacte, mais je dirais qui peut le plus, peut le moins, donc essayez d'être quand même confortable là-dessus. On va passer à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est ne pas connaître son marché en local. Et là, je m'arrête là-dessus parce que c'est très important. L'immobilier, c'est immobile. Vous achetez un bien à une adresse donnée, vous ne pourrez pas le mettre à une autre adresse parce que le quartier se dégrade, parce que vous êtes trompé de quartier, parce que vous pensiez acheter dans un quartier sympa et que c'est un quartier pourri. Vous ne pourrez pas déménager le bien. Votre seule possibilité de vous débarrasser de ça, ça sera de le vendre. Voilà. Souvent à la casse, parce qu'il y a peut-être des gens en face qui auront une meilleure connaissance du quartier et qui n'auront pas fait l'erreur d'acheter comme vous dans un quartier que vous ne maîtrisez pas. Donc encore une fois, principe d'entonnoir, on part large, il y a le monde, il y a l'univers, il y a le monde, il y a les continents, il y a les pays, etc. Il y a les régions, il y a les villes, il y a les départements, il y a les villes, et il y a les quartiers, les rues et autres. Même au sein d'ailleurs d'un immeuble, hein, il y a un rez-de-chaussée, il y a un dernier étage, il y a les étages intermédiaires, il y a des locaux commerciaux ou pas. C'est quoi le type de bien qu'il y a dans le local commercial, de la restauration? Oui, l'extraction elle est bonne, ou je vais sentir la frite, mon locataire va sentir la frite parce qu'il est juste au-dessus. Voilà, il y a toutes ces notions quand même d'emplacement qui sont très, très impactantes. Et donc, si vous ne connaissez pas votre marché en local, ça peut être très, très, très impactant de manière négative sur votre patrimoine. Donc, si vous avez un secteur qui est mal maîtrisé, vous ne pourrez pas juger déjà de l'offre et de la demande. Ça, c'est une chose de location, hein, parce que le but, c'est quand même d'un investissement locatif, comme son nom l'indique, c'est de le louer. Vous ne savez pas s'il va falloir privilégier des secteurs ou éviter d'autres secteurs. Ça va être compliqué. Quelle va être ma typologie de locataire que je vais avoir en face et la typologie de biens que je vais devoir aussi détenir en face? Est-ce que j'ai un vrai potentiel de valorisation sur ce secteur-là plus qu'un autre? Dynamique du secteur, oui, non. Dynamique de la ville de manière générale, oui, non, etc. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise ville pour investir. Ça, c'est clair, je le dis souvent, les gens, j'ai l'impression qu'une des principales questions des investisseurs qui démarrent, c'est où investir. Il n'y a pas de réponse universelle à où investir. Il n'y a jamais de réponse universelle à l'investissement immobilier. Partout en France, vous avez des bonnes zones et des mauvaises zones. Partout autour des grandes métropoles, 1 heure autour de chaque grande métropole, ou même 2 heures, vous avez des investissements qui répondent à une stratégie hyper court terme, à une stratégie hyper long terme, à une stratégie de cash flow, à une stratégie patrimoniale, à de jeunes investisseurs, de l'investisseur moins jeune, du salarié, de l'entrepreneur, etc. Partout. Donc il n'y a pas de bonne, le nord, le sud, l'est, l'ouest, peu importe. Bon, je dirais qu'au milieu, il y en a peut-être un peu moins. Mais franchement, globalement, partout en France, vous pouvez trouver des bonnes opportunités. C'est quoi des conséquences de ne pas connaître son marché en local? Investir dans une zone peu attractive. Clairement, vous ne l'avez pas mal identifié. On vous a raconté la messe sur une zone, mais vous ne l'avez pas contre-vérifié, et vous vous retrouvez dans une zone peu attractive avec peu de tension locative et du mal à louer. Se reposer uniquement sur des statistiques, ça, c'est un gros problème pour les gens qui pensent que parce qu'il y a meilleur agent, parce qu'il y a des statistiques, parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on a accès quand même facilement à de la donnée, gratuite ou payante, on va pouvoir devenir un as de telle ou telle localité. Je suis désolé, mais si vous habitez en région parisienne et que vous voulez investir dans le sud de la France et vous connaissez absolument pas le sud de la France et que vous ne vous appuyez pas sur des gens qui connaissent, hein, que vous voulez faire vous-même, ça va être très compliqué quand même d'appréhender un marché. Donc, si vous voulez appréhender un marché, déplacez-vous, discutez, connaissez vraiment, ayez une vraie expérience en tout cas, et même expertise du marché en local, de la vie en local. Vous allez sûrement aussi peut-être des fois surévaluer le loyer en amont, parce que l'image que vous allez avoir sur Le Bon Coin, Se Loger ou autre sur les annonces, c'est peut-être pas la réalité du terrain, et surtout d'une rue à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, d'une finition à l'autre, parce que Le Bon Coin, c'est que des photos. Ça peut vraiment être très différent. Vous allez subir des périodes forcément de vacances locatives et vous allez avoir des loyers plus faibles, puisque si vous avez surestimé, vous allez devoir baisser votre loyer. Et là, ça peut être catastrophique si jamais vous êtes un peu ric-rac sur votre investissement. Et puis, il y a un sujet aussi important, c'est que si vous connaissez mal le marché dans lequel vous investissez et surtout la dynamique à terme, vous risquez
de ne pas aller chercher la plus-value qui était attendue au départ, cette fameuse plus-value latente, qui est quand même très impactante sur la rentabilité à terme d'un projet. Comment on évite ça? La première chose, c'est que vous analysez l'offre et la demande en local. Donc, vous utilisez des outils, oui, comme Le Bon Coin, etc. Mais vous allez sur le terrain, et c'est le dernier point, là, de toute façon, c'est toujours le cas, vous allez sur le terrain aussi pour le vérifier. Analyser l'offre et la demande en local, ça veut dire que vous allez analyser quand même en profondeur. C'est pas juste est-ce qu'il y a une tension, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, mais aussi quelle est la qualité de cette demande. Parce que la quantité, c'est bien, mais si vous avez que des cassos en face qui vont répondre à vos annonces, vous n'avez peut-être pas envie de les mettre à l'intérieur de votre appartement. Donc c'est bien, il y a du flux, c'est chouette, ça marche. Et puis quand vous allez commencer à faire des visites, vous allez vous rendre compte, ou à échanger avec les gens, ou à prendre des dossiers, vous allez vous rendre compte que c'est souvent bancal. Donc attention au flux, regardez la qualité intrinsèque du flux, c'est vraiment intéressant, important. Ensuite, étudiez les prix d'achat, mais aussi les loyers pratiqués. Faites des ratios et comparez. Par exemple, si vous voulez vous mettre, comparer 2 villes que vous connaissez déjà bien, plus ou moins bien, ou 3 villes, vous regardez tous ces ratios. Quel est le ratio le plus intéressant pour vous par rapport à votre objectif? Évaluez aussi les infrastructures et les services à proximité. C'est vraiment important que le locataire, que vous allez mettre à l'intérieur puisse bénéficier d'infrastructures claires qui correspondent à son mode de vie, à sa catégorie socio-professionnelle, à son âge, à son statut. Voilà. Si c'est un étudiant, il n'aura pas les mêmes besoins que si c'est une famille avec 3 enfants. L'étudiant qui a des écoles maternelles à proximité, il s'en fout un peu. Si vous investissez dans un T4, peut-être ça sera intéressant qu'il y ait des écoles. Connaître la fiscalité locale et la réglementation. Et là, notamment pour la location courte durée ou les colocations aussi dans certains quartiers ou types d'immeubles ou en tout cas associations de copropriétaires. C'est important aussi de connaître la réglementation au sein de la ville, mais aussi au sein des quartiers, voire des fois des copropriétés qui sont des grosses copropriétés avec des fois des associations de plusieurs copropriétés qui interdisent telle ou telle exploitation. Donc ça, si vous n'êtes pas en local, c'est difficile des fois de savoir ce que vous pouvez faire exactement. Et puis clairement, c'est ça, en fait, c'est vrai pour chaque point et donc c'est vrai de manière générale, il vous faut être sur le terrain, faire des visites, discuter avec les gens, vous faire votre propre idée et apprendre aussi de ce marché en local. L'erreur numéro 4 qu'on voit souvent, c'est oublier de réfléchir à long terme. C'est-à-dire, je me focalise sur le court terme, j'ai une vision très court-termiste, j'ai du mal à me projeter sur la suite et surtout, je prends des décisions qui peuvent avoir des conséquences à long terme, mais je vais faire comme, voilà, je vais baisser la tête, je vais regarder juste mes pieds, où je marche pour pas trébucher. Quel est le meilleur, on va dire, là, chemin de manière court-termiste, sans me prendre la tête sur là où je veux aller. Bon, ça, c'est pareil, c'est un peu compliqué, parce que quand vous marchez dans la rue, si vous regardez pas devant vous, loin devant et que vous regardez tout le temps vos pieds, le jour où il y a une barre qui est au niveau de votre tête, vous la voyez pas et vous la prenez plein fer. Ça, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on n'a pas cette vision long terme, on va faire des erreurs à court terme qui vont desservir notre objectif long terme. Parce qu'un objectif, il est toujours moyen long terme en immobilier. Il n'y a pas de raccourci en immobilier. C'est pas de la spéculation, l'immobilier, c'est du temps long. Il n'y a pas de raccourci. Si, je le redis, ça reprend un peu quelques points, les dépenses travaux, compliquées de faire sans, donc prévoyez-les vraiment à long terme. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la dynamique et la politique locale de la ville dans laquelle vous allez investir, parce que ça peut être très bénéfique d'investir, par exemple, dans une ville aujourd'hui, parce que c'est canon et tout le monde y est, tout le monde y va, etc. Vous savez, c'est un peu comme en bourse, quand tout le monde achète une action, le prix monte et donc tout le monde veut l'acheter encore plus, alors qu'en soi, il faudrait faire l'inverse. Bon, mais là, c'est pareil, si vous achetez en haut, on va dire au sommet d'une ville qui était pleine bourre et que là, il y a juste à cet instant-là, il y a un changement de politique et que la politique, c'est plutôt finalement d'aller à l'encontre des investisseurs, notamment par exemple sur la location courte durée si vous voulez vous spécialiser là-dessus. Bon, bah, ça craint, le timing est quand même assez mal choisi. Donc regardez toujours long terme ce qui est prévu parce que en matière de politique et de municipalité, c'est quand même toujours très long. S'il y a des lignes de métro qui arrivent, le métro, il n'est pas là du jour au lendemain. On en parle depuis des années. On en parle, voilà, le temps que ça se fasse. Il y a plusieurs années de travaux. Donc, ça va avoir un bénéfice à plus long terme. Pareil, si il y a une décision de ne plus avoir de voiture dans le centre-ville, forcément, ça va être compliqué si vous achetez des biens qui répondent à des familles qui ont besoin de garer une voiture. Il y a une question d'Ignace qui est quel est l'impact à long terme si on priorise le cash flow? Très bonne question. Je vais d'ailleurs y répondre. Si on privilégie le cash flow, on a une vision plus court-termiste. C'est-à-dire que
pour aller chercher du cash flow, on va chercher plus de risques, puisqu'on va aller sur on va dire des biens qui sont quand même moins patrimoniaux, moins sexy, qui vont se vendre, on va dire, difficilement plus cher que vous les avez achetés. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous allez avoir des clients, des acquéreurs qui vont vouloir vous acheter le bien avec le même rendement que vous avez vous. Donc en fait, vous allez difficilement pouvoir le vendre plus cher. Parce que vous n'aurez pas forcément en face de la résidence principale, vous n'aurez pas une clientèle de gens qui vont vous acheter pour y mettre, je sais pas moi, leurs enfants, comme par exemple ce serait le cas sur un studio en centre-ville de, je sais pas, Montpellier, Lyon, Toulouse ou autre. Donc voilà, il y a en fait, il y a toujours un impact, selon la décision qu'on prend, il y a toujours un impact à court terme ou à moyen terme. Vous avez un investissement patrimonial, à contrario, l'impact, ça va être que vous allez sûrement faire un effort d'épargne chaque mois à court terme. Voilà. Mais à long terme, vous aurez une plus-value latente beaucoup plus importante et une liquidité plus certaine à la sortie. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients. On a une autre question de Nadia. Alors, dans le cas des centres-villes avec des programmes Action Cœur de Ville, comment estimer ce marché ? Malgré la population pas top aujourd'hui, tout va être rénové, donc on considère que c'est un marché qui va prendre de la valeur. Ou c'est risqué parce que Action Cœur de Ville prouve que c'est dégradé? Excellente question, Nadia. Je vous donne mon avis, ce qui, encore une fois, n'est pas un avis scientifique. Je pense que c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est la démarche de la mairie et de la municipalité là où on veut investir. Encore une fois, l'immobilier, c'est du temps long. Donc, on fait aussi un pari aujourd'hui, considérant quand même le risque actuel, mais on fait aussi un pari pour l'avenir. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire même plus. Je pense que s'il y a des actions cœur de ville pour redorer des quartiers qui étaient plutôt dégradés, malfamés et surtout insalubres, typiquement par exemple la mise en place d'un permis de louer dans un centre-ville parce que le marché est vétuste, il y a des opportunités à prendre. Je l'ai vécu moi sur une ville en région toulousaine où j'ai beaucoup investi. Clairement, aujourd'hui, ça a tout changé. La population a changé en centre-ville, etc. Par contre, il fallait y aller il y a 10 ans, il y a 5 ans ou maintenant. Si on y va dans 5-10 ans, on peut arriver à ce sommet. Et là, une fois qu'on est au sommet, il n'y a plus grand-chose à prendre. Voilà, donc pour l'instant, c'est encore bon, je pense. Et ça dépend vraiment aussi du rétro-planning de ces actions cœur de ville. Voilà. Comment on peut éviter, donc, on va dire, l'oubli de réfléchir à long terme? Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous faut penser long terme, mais toujours agir à court terme. C'est-à-dire que chaque agissement ou action que vous faites à court terme doit servir votre objectif à long terme. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce que souvent, pour des raisons de praticité, de fainéantise, de simplicité ou autre, on va prendre des décisions à court terme qui nous arrangent à l'instant T, n'arrangent absolument pas notre objectif à long terme. Et ça, on l'oublie souvent. Donc déjà, établissez un plan de route à échéance. Encore une fois, on revient sur le début. Stratégie claire, objectif, horizon. Horizon long terme, ok. J'établis un plan de route qui va servir cet horizon à long terme et cette échéance-là. Je prévois aussi divers scénarios. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. L'immobilier, encore moins. Donc, je prévois divers scénarios. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un truc pessimiste, suroptimiste, optimiste, réaliste, plus que pessimiste, catastrophique, peu importe, je fais différents scénarios et je regarde quelles peuvent être mes conséquences à court terme, moyen terme, long terme. Je prends mes décisions en fonction de l'objectif final, je viens de le dire. Très important. J'investis au lieu de dépenser. Je vois aussi des gens qui ont du mal à dépenser de l'argent, parce que pour eux, c'est une dépense dans l'entretien d'un bien immobilier. Quelles sont les conséquences à ça? Je prends un exemple, je sais pas moi, refaire la peinture. Bon, c'est bon, le bien il se loue comme ça sert à quoi que je refasse la peinture? Ça sert à quoi que je refasse les joints de la salle de bain? Ça se loue même si les joints ils sont en jaune, ils sont noirs, vas-y, ça se loue quand même. Ok. Sauf que impact, plus vous laissez les choses s'empirer, plus c'est compliqué. Comme tout, hein. Comme mieux vaut prévenir que guérir. Comme une voiture, si vous ne faites pas la révision, si vous ne l'entretenez pas régulièrement, elle va se dégrader, ça va être beaucoup plus compliqué. Au bout d'un moment, il y a un point de non-retour. L'immobilier, c'est pareil. Il vaut mieux faire des petits entretiens réguliers que de laisser le truc pendant 10 ans sans qu'il se passe absolument rien et au bout de 10 ans, devoir tout refaire. Le pire, c'est que souvent, on veut refaire pour vendre et là, ça coûte cher et on se rend compte que finalement, la plus-value qu'on aurait pu faire, elle va passer dans la rénovation parce que pour vendre, on va être obligé de rénover, sinon ça ne se vendra pas ou alors ça se vendra trop à la casse par rapport à ce qu'on en espère. Donc encore une fois, vision long terme, investissez dans votre bien, ça ne peut être que bénéfique à long terme. Anticiper les mouvements et les aléas de la vie, je l'ai dit, c'est très important. Voilà, c'est pas parce que vous avez figé une situation aujourd'hui qu'elle sera la même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, travaillez en fonction et prévoyez ce qui peut se passer de pire ou de mieux. Ne pas croire qu'un investissement se conserve à vie. Donc ça, c'est à contrario. Attention, c'est pas parce que vous investissez que vous empruntez sur 20 ans, 25 ans, voire 30 ans, ou vous faites des différés à gogo, etc.,
que vous allez garder votre bien aussi longtemps. Hein. Souvent, l'arbitrage se fait plutôt pour des raisons fiscales, pour des raisons aussi de vie, de changement, de route, de pivot. Voilà, mais en tout cas, c'est rare qu'on garde un investissement à vie. Et puis, pas de FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out. Ça veut dire la peur de rater quelque chose. Donc, s'empresser à acheter quelque chose parce qu'on a peur, parce qu'on a une pression d'un agent IMO ou de quelqu'un, ou juste on se met la pression soi-même en disant, OK, alors à contrario, il y a des gens qui passent jamais à l'action parce qu'ils ont du mal, voilà, alors quand ils ont beaucoup de blocages, ça on en voit beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs. Mais aussi, à l'inverse, il y a des gens qui achètent tout et n'importe quoi juste sous l'impulsion d'un truc ou parce que c'est le dernier qui parle qui a raison et que le dernier qui parle, il était cool, donc on va acheter ça. Voilà. Et attention, réfléchissez vraiment long terme. Encore une fois, prenez une décision si elle sert votre objectif long terme. Voilà pour cette 4e erreur. L'erreur numéro 5, ça va un petit peu avec ça, mais ça dépend du terme aussi, c'est ne pas calculer la rentabilité globale d'un projet. Et là, je m'arrête 2 secondes sur la différence entre rendement et rentabilité. Ceux qui me connaissent savent que ce sont 2 notions qui me sont chères, parce qu'elles sont souvent, mélangées. Et souvent, les investisseurs font l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils parlent toujours de rentabilité. Rentabilité, est-ce que ton investissement est rentable, et cetera. Bon, déjà, ça ne veut rien dire. Est-ce que ton investissement est rentable? Parce qu'il y a toujours un référentiel différent d'une personne à l'autre. Mais, le rendement, c'est une vision, on va dire, plutôt court-termiste. On va le voir après. Et la rentabilité, plutôt long-termiste. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que si on ne calcule pas la rentabilité à échéance, la rentabilité globale d'un projet, on peut se tromper de bataille, à savoir aller sur des biens qui ne sont pas bons. Incapacité à atteindre de vrais objectifs à terme aussi. C'est-à-dire qu'on peut atteindre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de quelqu'un d'autre, parce qu'on va se focaliser sur du rendement plutôt que de la rentabilité. Je vais venir sur la différence. Difficulté à optimiser aussi la sortie. Parce que si dans notre calcul de rentabilité à terme, la plus-value latente est très importante, si on a acheté sur un truc qui ne va pas prendre de valeur, forcément, notre rentabilité théorique estimée dès le départ sur nos hypothèses de revente, elle va vraiment être impactée. Et donc, on a quoi aussi? On a un risque de revente à perte si on n'a pas pris la bonne décision au global. Mais peut-être que le risque de revente à perte, il n'est pas impactant si notre stratégie, c'était une stratégie de rendement. Toujours pareil, il faut que ça corresponde à la stratégie de chacun. Il n'y a pas de vraie réponse scientifique. Donc, comment on fait pour calculer la rentabilité globale et surtout éviter de penser trop court-termiste? Déjà, on intègre bien 2 notions qui sont le rendement, une vision court terme, la rentabilité, une vision long terme. Okay, et surtout, on fait un couple rendement-risque. Si on a un rendement court terme élevé, ça veut dire qu'on a plus de risques. Si on a une rentabilité qui se fait sur le long terme, comme la bourse, vous investissez aujourd'hui, vous regardez dans 20 ans, vous serez gagnant. Vous investissez aujourd'hui, vous regardez demain, peut-être que vous serez perdant. Voilà. Donc, c'est toujours une question de terme, d'échéance. Mais grosso modo, pour faire un raccourci, hein, vision court terme, plus de risques, vision cash flow, j'ai un besoin de trésorerie excédentaire, j'ai une vision court terme. Tant pis si je revends à perte ou je revends sans plus-value. Parce que si vous rendez sans plus-value et que tout le monde à côté revend avec de la plus-value sur des quartiers autour, ça veut dire que vous avez clairement un manque à gagner là-dessus. Mais peut-être que les gens qui vendent avec une plus-value n'ont pas fait de cash flow, ont fait même un effort d'épargne. Donc l'un dans l'autre à la fin, peut-être que les calculs seront les mêmes. Voilà. Mais dépendamment de votre situation à l'instant T, peut-être que vous avez besoin de cash flow, peut-être que quelqu'un qui peut faire un effort d'épargne préférera faire un effort d'épargne et sécuriser sa liquidité à la sortie. Donc en fait, ça va dépendre. Mais vision court terme, plutôt bien à cash flow. Vision long terme, plutôt bien patrimoniaux. C'est ça qu'il faut retenir. Et après, il y a des conséquences, des avantages et des inconvénients pour les 2 stratégies. L'idée étant toujours de diversifier et de faire plusieurs investissements qui répondent à des besoins aussi différents pour diluer notre risque. Si vous avez on va dire une stratégie long terme, peut-être que c'est bien d'avoir 70% d'investissements patrimoniaux et 30% d'investissements à rendement. Peut-être que si vous avez une stratégie court terme, c'est bien de faire le contraire. Voilà. C'est toujours comment on va pondérer, comme sur les marchés financiers, quelle pondération je vais mettre sur tel ETF, telle action, etc. Voilà, c'est pareil sur la crypto. Est-ce que je vais sécuriser avec du Bitcoin, un peu d'Ether, ou est-ce que je vais aller sur d'autres cryptos où je vais prendre plus de risques, mais est-ce que je vais être 80% sur le risque ou que 20%? Voilà, obligations, actions, c'est pareil. Dernière erreur dont on va parler aujourd'hui, c'est ne pas anticiper la fiscalité. C'est pas un sujet évident. La fiscalité, parce que selon que vous investissiez en personne physique ou morale, elle va être différente. Selon que vous soyez tout seul, pas tout seul, elle va être différente. Selon votre situation personnelle aussi. Location nue ou meublée, vous le savez tous, c'est très différent. Salarié ou entrepreneur, ça va être différent aussi parce que vous n'allez pas être fiscalisé de la même manière. Si vous investissez à la SCI, en SCI à l'IR ou en SCI à l'IS,
Ça reste une SCI, me direz-vous, mais c'est pas du tout pareil. SARL de famille, c'est encore autre chose. SAS ou SARL, si je veux me payer dessus, il y a des impacts fiscaux, il y a des impacts sociaux, il y a pas mal d'impacts. Admettons que je sois gérant d'une SARL ou président d'une SAS, ma rémunération va pas être, on va dire, traitée de la même manière par la fiscalité. Il y a des notions de transmission, évidemment. Dans des notions de fiscalité, il y a toujours la transmission aussi qui vient, donc ça dépend de votre âge. Nadia dit qu'on n'est pas aidé en ce moment pour avoir une visibilité sur la fiscalité. C'est vrai, mais on l'a en même temps jamais été, puisque la fiscalité, c'est tout le temps mouvant. Ça bouge tout le temps, donc il faut faire avec. Malgré tout, c'est toujours une question de scénario et d'hypothèse. L'investissement, c'est un monde d'hypothèses. Nul n'est capable de lire l'avenir, ni sur la fiscalité, ni sur les performances d'une action, ni sur les performances d'un marché immobilier. Donc il y a toujours une hypothèse, bien, pas bien, etc. L'idée, c'est juste de dire, est-ce que je serais capable d'assumer ça si la fiscalité bouge dans tel sens ou dans un autre, etc. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. C'est qu'un monde d'hypothèses. Il n'y a pas de science exacte et il n'y a pas de boule de cristal. Les conséquences, c'est quoi si j'anticipe mal ma fiscalité? C'est une dégradation de la rentabilité nette parce que je pars de ma rentabilité brute. J'ai une rentabilité nette aujourd'hui, par exemple, en LMNP qui est quasiment la même, on va dire, que ma rentabilité nette de charges d'exploitation parce que je suis en LMNP et que je n'ai pas d'impôt pour le moment. Si demain le LMNP change ou si demain, en tout cas, ça y est, j'ai plus d'amortissement, etc., dans 20 ans, 25 ans, forcément, je vais commencer à payer une fiscalité, même avant ça, au bout de 10 ans à peu près. Donc, est-ce que je vais pouvoir l'assumer ou pas? Est-ce que je vais pas me retrouver squeezé sur ce fameux cash squeeze dont je parlais tout à l'heure? Parce que je vais avoir d'un côté 1 000 € de revenus, de l'autre côté, je vais avoir 1 000 € d'échéance de crédit. Donc, très bien, je suis en autofinancement, on va dire, au global, on va dire avec mes charges de copro, etc. Sauf que si j'ai une TMI à 30% et que je me retrouve à devoir payer un impôt de 30%, je dois donner 300 € à l'État. Alors que je suis ric-rac et que je peux pas en fait, parce que je dois rembourser 1 000 € de crédit. Voilà. Risque de flux de trésorerie négatif aussi, donc c'est exactement ce que je dis, c'est que là, pour le coup, vous allez payer de l'imposition pour un revenu qui vous sert à rembourser un crédit et pas à vivre, ou en tout cas, voilà. Donc si vous n'avez pas cette poche-là, c'est compliqué. Vous allez avoir une difficulté pour le coup, ça peut vous mettre en difficulté pour rembourser vos dettes, et puis ça va vous bloquer pour accélérer, parce que si tout votre cash vous l'utilisez pour payer de la fiscalité, vous avez acté que votre patrimoine va difficilement pouvoir croître à ce moment-là. Pas parce que vous êtes en effort d'épargne ou quoi, mais parce que vous n'aurez plus de capacité surtout à générer de l'apport. Ça va être plus compliqué. Et puis, Nadia qui dit, en fait, moins on a de biens et plus c'est risqué, il faut en avoir beaucoup pour diversifier, c'est contre-intuitif. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez un seul bien dans votre patrimoine, qu'il est en défaut, vous avez 100% de votre patrimoine qui est en défaut. Et donc forcément, le seul truc que vous allez retenir, c'est de la merde, ça marche pas, j'aurais jamais dû le faire. Si vous avez 10 biens, 15 biens, 20 biens, 30 biens, 100 biens, etc., forcément, vous avez, vous avez 50 biens, vous avez 4 biens qui sont vides, c'est pas vraiment impactant. Et franchement, le travers de ça, c'est que vous allez procrastiner des fois sur la mise en location parce que c'est pas vraiment impactant dans votre quotidien. Plus on diversifie, plus on a de volume et moins on prend de risques. Ça, c'est la base pour tout. Et c'est très, très vrai, Nadia. Et donc, merci pour l'avoir soulevé. Comment on peut anticiper, la fiscalité et donc éviter cette erreur-là? Savoir où on va et pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour gagner de l'argent? Est-ce qu'on le fait pour construire un patrimoine? Encore une fois, ça reprend la première erreur qui est pour moi la plus cruciale, c'est ne pas avoir de stratégie claire, pas avoir d'objectif clair, pas avoir d'horizon temporel clair. S'éduquer sur la fiscalité à la française. Donc, si vous investissez en France, éduquez-vous sur la fiscalité en France. Si vous êtes expatrié, vous voulez investir en France, éduquez-vous sur la convention d'imposition entre les deux pays. Est-ce qu'il y a une double imposition ou pas? Convention de non-double imposition, s'il y a des expats qui nous regardent, ça ne veut pas dire que vous allez payer que dans un seul pays. Attention, souvent les gens se méprennent. Ça veut dire que vous ne serez pas imposé doublement sur un des deux pays, mais si une fiscalité est plus élevée dans un pays qu'un autre, vous allez payer la différence. C'est souvent le cas. Donc regardez bien les conventions ou faites-vous accompagner. Rapprochez-vous justement, ça fait la transition d'un expert comptable, voire d'un fiscaliste si vous êtes à l'international. C'est souvent plus intéressant parce que l'expert comptable, lui, va connaître que la fiscalité souvent de la France, mais pas forcément du pays dans lequel vous êtes expatrié. Consultez un notaire, notamment pour des notions de transmission, des notions aussi de structuration. Donc, un expert comptable, un avocat ou un notaire peut vous accompagner sur de la structuration aussi professionnelle. Si vous êtes entrepreneur, est-ce qu'il y a du sens à avoir un montage holding
Est-ce que c'est mieux d'investir à titre professionnel ou personnel? Est-ce que vos revenus aussi personnels vont changer à l'avenir et donc vous allez passer LMP parce que vos revenus vont baisser par rapport à vos revenus immobiliers? Ou vos revenus immobiliers vont trop augmenter par rapport à vos revenus salariaux et donc vous passerez de LMNP à LMP. Est-ce que c'est grave? Oui, non. Quelles sont les conséquences? Faites des hypothèses. Et évaluer, ça fait la transition aussi, évaluer les conséquences des différents scénarios, justement, comme je disais, à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est très, très important de prévoir tout ça. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer quelques cas concrets d'investissement. C'est toujours intéressant d'avoir un peu d'image à la fin. Quelques cas concrets qu'on a fait d'investissement avec Cartae et qui répondent à des objectifs différents. Donc ça va aussi un petit peu résumer ce que je disais sur la vision long terme. Par exemple, un premier bien qui est T1 à Toulouse, un deuxième bien qui est un T2 à Montauban, qui est une ville autour de Toulouse, et un immeuble de rapport dans une ville de moins de 3000 habitants. Donc on a une ville, Toulouse, qui est la troisième ville de France. Oui, je le dis, je suis chauvin, c'est la troisième ville de France, officieusement. Le T2 Montauban, qui est une ville de 60-65 000 habitants, 62 000 et quelques habitants, donc qui répond à un objectif différent, et une ville de 3 000 habitants qui répond à un objectif encore totalement différent. Autant Toulouse-Montauban, on est, on va dire, du très patrimonial, moyennement patrimonial. Sur la partie immeuble de rapport, on est vraiment dans une notion plutôt de rendement à cash flow, à court terme. Voilà. Et donc, avec des clients qui ont des objectifs aussi différents ou une appétence différente, une approche des marchés financiers aussi différente, etc., de leur structure de patrimoine différente. Quelqu'un qui est beaucoup investi en bourse va avoir des référentiels différents de quelqu'un qui ne connaît rien à la bourse, par exemple. Donc, encore une fois, on doit adapter à chacun. Il y a une question de Nadia qui dit qui a une vue d'ensemble, l'expert comptable ou le fiscaliste. Ça va dépendre des besoins. Clairement, si vous avez des besoins de différents scénarios sur du LMNP, etc., l'expert comptable sera en mesure d'y répondre sans aucun problème. Si vous avez des besoins de conventions fiscales entre les pays, etc., il vous faut un fiscaliste international même. Si vous avez des besoins de structuration complexe parce que vous avez différentes sources de revenus, fiscaliste. Si vous avez juste du LMNP, une SCI, honnêtement, un expert comptable suffit. Le fiscaliste, c'est un peu too much. C'est un peu comme les gens qui veulent faire des holdings en étant salariés et en n'ayant pas d'autres activités professionnelles à côté. Pas d'intérêt d'avoir une holding et j'ai pas besoin d'être fiscaliste pour vous le dire. Donc, et c'est gratuit. Mais bon, voilà. Question de Francis. Peut-on être en cash flow positif sans apport? Si je fais une généralité, je dirais aujourd'hui avec des taux à 3,5, non. Il y a toujours des exceptions. Oui, on peut l'être avec des systèmes d'exploitation qui vont demander plus d'investissement personnel et de temps. Typiquement, la location courte durée, si on s'en occupe soi-même et qu'on ne délègue pas une conciergerie. Si on délègue une conciergerie, à voir, ça dépend. Moi, j'ai un avis mitigé sur le sujet, mais je dirais que c'est de moins en moins le cas, parce que les conciergeries, avant, on pouvait en trouver à 18-20%, aujourd'hui, c'est plutôt 25-30%. Donc, ça pèse. Il y a de plus en plus de concurrence aussi sur la location courte durée. Donc, moins de revenus, plus de charges, à voir. Colocation aussi, mais ça demande plus de turnover, plus d'échanges. Pour un seul appart, vous avez 3 ou 4 interlocuteurs au lieu d'en avoir un. Donc, voilà, plus de boulot. C'est toujours pareil, on n'a rien sans rien. Donc, plus d'investissement égale plus de rendement. Et ensuite, donc le taux impact, clairement, c'est le coût de l'argent, parce que pour un projet, équivalent, on va dire qu'entre un taux à 1 et un taux à 3,5, clairement, vous passez d'un cash flow peut-être de 200-300 euros à 0, voire même des fois en effort d'épargne, dépendamment de la taille du projet. Donc, oui, donc c'est pas forcément la qualité intrinsèque d'un projet qui est remise en question, c'est plus la façon dont vous le financez. Encore une fois, cash flow, c'est juste, ça veut dire quoi? Flux de trésorerie, c'est tout. Donc, ça peut être négatif comme positif. Si vous êtes 100% en apport, forcément, vous êtes en cash flow positif. Donc, voilà, à voir. Je dirais que le meilleur équilibre pour moi, c'est l'autofinancement, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire mettre suffisamment d'apport au départ pour être en autofinancement. Voilà. Ça, c'est pour moi l'équilibre le plus intéressant pour avoir le meilleur rendement optimisé sur les fonds propres que vous allez mettre. Voilà. Après, à choisir, je préfère faire un effort d'épargne que mettre plus d'apport au départ, parce que l'effort d'épargne va s'amoindrir avec le temps, augmentation des loyers, renégociation éventuelle des taux. Voilà, s'il y avait un choix à faire. Comment réussir concrètement un investissement immobilier? Donc là, c'est plutôt du bonus, parce que ça n'a rien à voir avec les 6 erreurs, mais ça vous permettra d'avoir une vision globale. Donc, apprendre les livres, le réseautage, attention à la jungle des formations en ligne, il y en a beaucoup, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont beaucoup moins bien, et il y en a plus de moins bien que de très bien, et des réseaux sociaux aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons en communication, mais qui sont pas très bons en exécution, on va dire. Donc voilà, entourez-vous plutôt de gens qui ont déjà fait et qui sont là où vous voulez être, mais
voilà, de manière avérée. Définir sa stratégie, je l'ai dit, objectif horizon, clairement 2 gros piliers, qui me sont chers. Définir son budget total sans ventilation, établir des hypothèses d'investissement chiffrées avec, différents scénarios, étudier des secteurs correspondant à ces hypothèses-là, visiter, aller sur le terrain, visiter. Ça, c'est si vous voulez faire vous-même, évidemment. Entourez-vous de partenaires aussi compétents, des chasseurs IMO qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps aussi grâce à leur réseau, leur expérience du terrain, des notaires, des artisans, etc. Si vous manquez de temps, n'hésitez pas aussi à déléguer. Nous, c'est ce que font évidemment tous nos clients. On vous accompagne en faisant de la définition de stratégie, en s'occupant d'absolument tout, mais c'est pas pour autant que vous ne montez pas en compétences, puisque tout au long du projet, vous apprenez à nos côtés, mais vous bénéficiez aussi de notre expertise, évidemment, et ça va beaucoup plus vite des fois que de lire un bouquin et d'apprendre que de la théorie. Comment générer de l'apport, Nadia? Il y a une question. Bah, au boulot, j'ai envie de dire. Au boulot, il n'y a pas de secret. Faut bosser. Faut bosser, faut bosser, faut phosphorer un peu, voilà, faut revendre sur Vinted, faut j'en sais rien, mais faut faut voilà, il y a aujourd'hui entre l'économie collaborative, franchement, on peut avoir tous, 4 boulots différents. Donc, il y a le salariat, il y a l'entrepreneuriat, il y a le side business, on peut tous améliorer fortement nos revenus aussi, même si on est salarié. Il y a l'entrepreneuriat, il y a l'intrapreneuriat aussi quand on est salarié, enfin franchement, il y a plein de solutions, mais j'ai envie de dire, il y a pas de secret, faut bosser. Faut bosser et il faut aller au charbon et il faut générer. Il faut donner de son temps, en échange de l'argent. Il y a pas de sujet au début, ça tombe pas du ciel. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les rêveurs qui, pensaient, devenir rentier de l'immobilier avec de l'argent gratuit, ce n'est pas possible, avec un argent à 3,5 clairement. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitaient, arriver à être rentier, en moins de 5 ans, malheureusement, je vais devoir vous décevoir, mais ça va pas être possible ou en tout cas, il vous faudra quand même évidemment un sacré apport au départ et aujourd'hui, l'apport, comme le dit Nadia, faut le générer. Voilà et si vous avez besoin en tout cas de nous contacter, n'hésitez pas, vous avez l'adresse email contact@artae.imo et vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux aussi, on est un peu partout, enfin principalement sur Instagram et sur LinkedIn si besoin. Donc voilà. Nadia, si on investit surtout dans des biens à cash flow, on peut vite gagner de l'argent? Non. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Mais je t'invite à faire des calculs sur des tableaux. Il faut quand même du cash. Il faut quand même du cash au départ. Un exemple qui est radical, c'est prenez Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Je pense pas qu'il investisse dans de l'immobilier dans des villes de moins de 1000 habitants pour faire du cash flow. Je pense qu'il a toujours privilégié les emplacements, les trucs plutôt long terme. Voilà, donc prenez aussi de la graine de gens qui ont réussi. Alors c'est très extrême là pour le coup, hein, voilà. Puis il avait un peu de fonds et tout ça au départ, mais en soi, pourquoi vous faire chier avec des locataires de mauvaise qualité, des mauvais emplacements, une galère à la revente. Enfin voilà, franchement, in fine, si vous n'avez pas un vrai besoin de générer 100 ou 200 euros de cash flow par mois, il n'y a pas de raison d'aller prendre tous ces risques et cette charge mentale en face. Maintenant, si vous avez un vrai besoin, là oui, pour le coup, mais vous savez là où vous mettez les pieds et il y a forcément un sacrifice, temps et charge mentale qui va avec. Merci à tous d'avoir été là et c'est super, on est à l'heure, il reste 20 secondes pour boucler l'heure, donc c'est top et contactez-nous si besoin aussi. Et je ne l'ai pas dit, mais on fait aussi un peu de coaching si besoin pour des gens qui veulent faire eux-mêmes. Voilà, on est en mesure avec toute l'équipe de vous coacher sur la phase de recherche, de travaux ou autre. Merci à tous, à très vite. Ciao, ciao.